Tu vois, tu me parlais de Andrew Huberman là juste avant qu'on lance l'enregistrement. Yes. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est bizarre ce que j'ai dit. Mais quand je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé à Andrew Huberman, je pense dans les 5 minutes qui ont suivi. Alors déjà, qui est Andrew Huberman pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui nous écoutent? Alors Andrew Huberman, c'est alors un enseignant de Stanford qui est enseignant chercheur de Stanford qui est spécialisé sur les neurosciences. Je pense qu'il y a peu de personnes qui le connaissent pas aujourd'hui parce qu'on voit que lui sur les réseaux sociaux. Neurosciences et ophtalmologie aussi. C'est un expert des yeux à la base. Oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup des yeux. Là. Ouais, c'est un expert là-dedans. Ok. Et en fait, c'est marrant parce que alors donc il donne plein de hacks neuroscientifiques, d'astuces neuroscientifiques issus de la recherche, que des trucs valables, qui sont hyper intéressants. Mais effectivement, ce matin, je me suis réveillé et dans les 2 minutes qui ont suivi, j'ai pensé à lui pour une chose simple, c'est qu'en fait, il martèle en ce moment, vu que c'est et ça résonne avec ce que tu dis, vu que c'est un expert des yeux et qui a des V sur les neurosciences. Il parle beaucoup en ce moment de l'exposition au soleil dans les premières minutes. C'est son cheval de bataille. Il en parle constamment depuis des années. Il le rabâche constamment. Et il a raison. Mais une nouvelle fois, quand t'as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai une super belle terrasse chez moi, qui est exposée plein sud, avec vue sur les montagnes. Le truc, c'est que quand je me lève, maintenant il fait jour, t'as envie de sortir. De dire, il faut que je m'expose 5 minutes, que j'expose mes yeux 5 minutes à la lumière du jour. Mais ma fille, elle est pas d'accord. Je peux rester peut-être 30 secondes, 1 minute, mais sauf qu'après, voilà, il faut s'occuper de la petite, il faut lancer le petit-déj, et puis t'as le rush que tous les parents connaissent avant d'aller à l'école. Donc la solution que j'ai trouvée, moi, c'est acheter une lampe justement de luminothérapie. Et ça marche extrêmement bien. J'en ai une aussi, effectivement, ça marche bien. Mais c'est vrai que tu vois, j'adore sortir, voir la lumière, les montagnes. Ah oui, c'est effectivement, ça n'a pas... Et effectivement, tu vas bénéficier des 5-10 minutes. Là, ce matin, en plus, c'est hyper voilé chez moi, donc il faut rester 10 minutes selon Andrew Huberman pour compenser la couverture nuageuse. Il faut aussi bénéficier de la lumière du coucher du soleil à la fin de la journée. Quand t'as des enfants, c'est hyper touchy. Donc effectivement, une lampe de luminothérapie, c'est utile. On va expliquer pourquoi c'est important, parce qu'en fait, simplement, le cerveau humain est câblé par rapport au rythme circadien, donc le rythme de l'alternance entre le jour et la nuit. Et en voyant les premiers rayons du soleil, vous informez le cerveau humain comme quoi c'est le matin. Donc il doit stopper sa production nette de mélatonine, l'hormone du sommeil, et pour activer en parallèle, vraiment pour booster sa production de cortisol. L'hormone qui est souvent décrite comme étant celle du stress, mais qui est avant tout l'hormone de l'éveil et de l'énergie. Donc ouais, c'est vraiment pour ça, parce qu'effectivement, si on reste dans un environnement qui n'est pas lumineux, et idéalement naturellement lumineux, et pas artificiellement lumineux, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on peut avoir une inertie du sommeil qui est plus longue. Et du coup, ça va impacter également toute la journée, et surtout la nuit suivante, parce qu'on a plus de mal à s'endormir la nuit, parce que toutes les productions d'hormones liées au sommeil vont se décaler dans la journée. Donc ouais, c'est super important. De toute manière, on le voit aujourd'hui, la majorité des études le montrent, c'est qu'on est censé avoir un faible taux de mélatonine le matin et un haut taux de mélatonine le soir, un gros taux de cortisol le matin et un faible taux de cortisol le soir. Naturellement, pendant des milliers d'années, c'est ce qui s'est passé, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement déséquilibré. Tu peux dire millions, même, je pense. Oui, même des millions d'années. Clairement, depuis la naissance des espèces en général, on fonctionne comme ça. Mais c'est la faute de Thomas Edison. C'est la faute d'Edison qui a flingué le rythme circadien lui seul avec la lampe. Et l'électricité. Ah, c'est pas faux, j'avais jamais vu ça. Ouais, mais c'est la faute d'Edison. C'est lui qui nous a coupé des étoiles et du soleil. Ouais. C'est terrible, hein, c'est terrible. L'enfoiré. Il a apporté beaucoup de choses, mais effectivement, par rapport à ça, on est de plus en plus déconnecté par rapport à notre corps, ses besoins réels et notre physiologie. Et on est métaboliquement insultant, comme le dirait Pierre Dufresne. Quasiment tous nos comportements vont à l'opposé même du fonctionnement du corps humain, quoi. Tu m'avais parlé de cette phrase de Pierre Dufresne. J'adore cette phrase. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Mon bon ami Pierre. Et que j'adore. Métaboliquement insultant. Je trouve ça très élégant et très très vif. Et l'autre phrase que j'aime beaucoup de lui, je crois que c'est de lui, ou du moins peut-être qu'il l'a pris ailleurs, peu importe, mais j'ai entendu chez lui, c'est le fait que la norme n'est pas la normalité. Cette phrase, j'adore. C'est pas parce que tout le monde a un comportement donné aujourd'hui que c'est la normalité des choses. C'est pas parce que tout le monde mange McDonald's que c'est la normalité. Ouais, peut-être, mais j'adore cette phrase, je trouve qu'elle est très impactante aussi. Et je vais te dire quoi d'autre? Oui, par rapport au soir. Effectivement, le mieux, c'est de s'exposer, comme le dit Huberman, etc., aux rayons d'un soleil couchant. À nouveau, pour envoyer le signal au cerveau humain, comme quoi, maintenant, on quitte le jour, on passe à la nuit, on prépare le sommeil et l'endormissement. Mais à nouveau, avec des enfants, c'est compliqué. On va pas se cacher, c'est compliqué. Donc, à Corélie, du coup, ma compagne, on teste actuellement la luminothérapie, mais des lumières rouges maintenant le soir. Ah, vous en avez acheté? Ça fait 2 mois que je me tâte. Même pour la récupération musculaire et cellulaire. On s'est fait offrir en test produit, grâce au boulot d'Aurélie. Donc, c'est trop bien. Est-ce que c'est pas donné pour en avoir un vrai bon, parce que t'en as 50 balles. Mais pour ouais, en c'est avoir pas donné. Un vrai bon.
C'est plusieurs centaines d'euros. C'est pas donné, mais alors là, j'ai pas encore. J'ai testé sur une semaine, c'est pas assez flagrant, et en plus, moi, j'ai beaucoup de facilité à m'endormir, donc je ne pense pas être le public visé. On a essayé sur Aurélie, elle commence à essayer pour l'instant. Elle m'a pas encore fait de feedback, mais on va essayer sur les enfants surtout, pour voir si oui ou non. J'espère qu'ils vont pas flipper parce qu'une lumière rouge dans une chambre, quand t'as 4 ans, il risque de durer un peu. Il y a le feu. On verra bien. Mais en tout cas, logiquement, sur le papier, c'est censé reproduire la fréquence lumineuse et la température de lumière d'un soleil couchant. Donc, informer plus efficacement le cerveau humain comme quoi c'est la nuit. Et donc, qu'il faut se préparer au sommeil et non pas à l'éveil. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les écrans maintenant sont programmés, pour la majorité, pour justement tendre sur le jaune, voire carrément l'orange en soirée. Pour à nouveau baisser la lumière bleue qui, à nouveau, envoie un message au cerveau humain comme quoi c'est le jour. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les écrans le soir, c'est pas une bonne stratégie. On en parle ensemble dans le produit qu'on a fait ensemble dans l'atelier. Du coup, qui est en description, qui est 100% gratuit, qui dure 2h15, je crois. Ouais, on a fait encore une belle perf. Mais ça n'a aucun sens, on voulait faire 1 heure à la base, on a fait 2h15 de contenu 100% gratuit. Bref, ça c'est tout. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle s'exposer à des écrans en pleine soirée, potentiellement, ça va pas nuire à l'endormissement, mais à la qualité de la nuit. Et le problème avec la qualité de la nuit, c'est qu'on s'aperçoit pas directement comme quoi elle est mauvaise. On en fait quand même les frais. Du coup, on fait pas en fait le rapprochement, on fait pas le lien, il y a pas de corrélation pour nous. Donc, on ne sait pas quel levier activer, mais potentiellement, c'est ce levier-là qu'il faut activer pour être plus efficace le lendemain. Tu vois ce que tu dis, je vais rebondir dessus parce que c'est hyper intéressant. Moi, je dors avec mon Apple Watch depuis, mais de rien, c'est un plaisir, Jérémy. Je dors avec mon Apple Watch depuis plusieurs mois, tu vois, de manière épisodique. Quand j'ai des phases où je dors mal, je la remets pour voir un peu en fait si vraiment je dors mal, si j'ai du mal à m'endormir, si c'est parce que ma fille me réveille souvent, si c'est parce que j'ai un manque de sommeil profond. Et Apolline, mon épouse, me dit mais tu me fais rire avec tes gadgets, ça sert à rien, machin, alors qu'elle est tout le temps sur le téléphone avant de dormir. Et moi j'ai pas de problème à m'endormir. Et je me virtualise, ça n'empêche pas l'endormissement. Chez mes parents, part du principe qu'ils ont un très mauvais sommeil, mais depuis que je suis gamin, ils ont la télé dans la chambre et ils s'endorment avec la télé. C'est terrible ça. Et en fait, ça fait que tu es aussi entre le sommeil léger, enfin le sommeil lent et le sommeil paradoxal, mais tu touches très rarement le sommeil profond. Et j'ai montré mes stats des dernières semaines à Apolline où je vois que j'ai rechangé certaines choses avant de dormir, j'ai recréé une routine que je n'avais plus ou que j'avais moins dernièrement. Et aussi, vu qu'Apolline est enceinte, elle est plus fatiguée, elle va se coucher plus tôt. Donc souvent, tu vois, j'ai une demi-heure où je suis off, tranquille, seul. Ma fille dort, ma femme dort. Profites-en, ça a duré, elle a encore 8 mois, après c'est fini. Ouais, non, mais j'en profite, mais tu vois, sincèrement, je m'étire, je médite, je bouquine au calme, les 30 dernières minutes, et je vois que moi qui ai un sommeil profond assez faible, aux alentours de 8-10%, donc ce qui est quand même très mauvais. Ah, effectivement, oui. Là, je suis passé à entre 15 et 20%. Dernièrement, donc ce qui est plus raisonnable. Un adulte devrait avoir entre 20 et 25% de sommeil profond minimum pour que ce soit réparateur. Et Apolline, je sais pas pourquoi, peut-être les hormones de grossesse, c'est ouvert. Et avant-hier, elle m'a dit bah tiens, tu me prêtes ton Apple Watch, comme ça on va voir la qualité de mon sommeil. Alors il s'avère qu'elle a passé une nuit particulièrement ignoble et elle a eu 3% de sommeil profond. Et par contre, elle a eu 75%. À 70% de sommeil lent. Donc je dis, tu vois, le sommeil lent, il est entre le paradoxal et le sommeil profond, si on le mettait sur un axe. Donc c'est bien, c'est réparateur. Par contre, t'as pas un sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est celui qui répare ton cerveau, c'est celui qui répare tes tissus, tes muscles, qui te fait en fait récupérer. Et qui joue aussi sur ta capacité d'apprentissage, ta capacité à mémoriser les choses. Et quand elle a vu ça, elle était horrifiée. Et je lui ai dit ça, tu vois, c'est la réalité. Ouais. Alors oui, t'as passé une très mauvaise nuit, donc là je vais la lui reprêter certaines nuits, tu vois, pour le voir sur une semaine. Mais c'était pas du tout le sujet du podcast à la base, hein, mais tu vois comme quoi c'est intéressant. J'ai tourné un épisode de podcast la semaine dernière sur le sujet où je parlais d'une trame justement pour améliorer son sommeil, mais on va plus loin dans notre dans la masterclass qu'on a faite gratuitement. Et le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Tu vois, en fait, j'ai tourné cet épisode de podcast pour présenter une trame que j'ai présentée à un prospect la veille, parce que je pense sur les 2 derniers mois, à la louche, 70-80% des personnes qui m'ont contacté, c'est pas par rapport à leur sommeil, parce que c'est ta femme l'expert, c'est pas du tout moi. Mais par contre, 80% des personnes qui m'ont contacté ont un problème de sommeil. Qui n'est pas un problème de sommeil lié à la génétique, mais qui est un problème de sommeil lié au fait que ce sont des entrepreneurs
qui s'arrêtent jamais, qui sont à 4000 à l'heure et qui pensent que ne jamais s'arrêter, c'est le meilleur moyen d'arriver épuisé le soir et de s'effondrer. Sauf qu'en fait, ils s'effondrent quand ils se mettent au lit et ils se réveillent 3 heures après. Et il y a un mécanisme psychologique qui fait que la dernière chose à laquelle tu penses, c'est la première chose à laquelle tu penses en te réveillant. Émotionnellement, c'est les premières choses. Les émotions avec lesquelles tu t'endors vont ressurgir à ton réveil. Si tu t'endors en pensant au boulot, tu te réveilles en pensant au boulot. Si tu t'endors en pensant à des problèmes, tu te réveilles en pensant à des problèmes. Et ça, ça joue énormément sur le sommeil. Au début, en fait, ça réduit ta quantité de sommeil, et à force que ton cerveau prenne l'habitude de moins dormir, la qualité de ton sommeil en pâtit. Et ça, c'est une rééducation. Toi, t'as créé un super programme sur le sujet qui va vachement plus loin que tout ce que je pourrais faire. Il y a plusieurs choses par rapport à ce que tu dis. Déjà, en fait, t'as le lent profond et le lent léger. Juste pour spécifier. Donc effectivement, je pense qu'Apo est souvent en lent léger, non pas en lent profond. Et comme tu as dit, en fait, le sommeil profond, c'est le plus important au niveau évolutif. C'est la raison pour laquelle on a plus de profond au début de la nuit et plus de paradoxal en fin de nuit. En fait, le profond, tu l'as très bien dit, sert à régénérer le corps humain, à produire notamment également de l'hormone de croissance, booster la testostérone, etc. Et surtout, du coup, effectivement, à réparer les tissus humains. Et le paradoxal, qui lui est majoritaire en fin de nuit, est plus lié à la partie cognitive du cerveau humain. Consolider la mémoire et supprimer les éléments inintéressants dans la mémoire. Pourquoi au niveau évolutif, effectivement, le cerveau a privilégié le profond, donc le régénérateur au début, selon mon interprétation des choses, d'après ce que j'ai pu comprendre, simplement parce que si un homme préhistorique était blessé, autant qu'il puisse récupérer en début de nuit, sachant que la nuit n'est pas forcément complète. Il peut être interrompu par un prédateur. Je mets juste pour que les gens comprennent un peu justement sommeil long, profond, paradoxal. Voilà, ceux qui regardent la vidéo. On continue. T'as même pas de profond en fin de nuit? Attends, recule un petit peu, je suis pas sur le... Attends, hop. Je suis un peu... c'est pas net. Ah, t'as pas de profond, c'est bizarre par contre. T'es censé avoir du profond en fin de nuit aussi. Ouais, mais j'en ai très peu. Moi, je l'ai énormément en début de nuit, je l'ai très peu en fin de nuit. J'en ai quasiment jamais. Même du paradoxal, t'en as pas tant que ça en plus. Hein. Non. Je rêve peu en ce moment. Mais tu vois, c'est après rêve comme ça. Si tu te j'en ai beaucoup en début de nuit et après très peu. Pour te rappeler d'un rêve, faut te réveiller au milieu du rêve, sinon tu t'en rappelles pas. Ouais. Mais tout ça pour dire effectivement que au niveau du corps, le cerveau humain a privilégié du coup le sommeil lent en début. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'est comme tu le dis effectivement, les entrepreneurs ou les personnes qui sont de base anxieuses, stressées ou autres, auront tendance à se réveiller en pleine nuit parce que le cerveau va croire qu'il y a un danger derrière. Donc forcément, qui dit danger dit état d'alerte. Donc leur sommeil sera déjà de moins bonne qualité. S'il y a une perturbation, un bruit ou autre qu'on va pas percevoir consciemment, automatiquement le cerveau lui va le capter, va se réveiller et automatiquement va enclencher la peur actuelle, à savoir potentiellement l'entreprise, les enfants, la santé, la société et j'en passe. Ce que je recommande de faire à ces gens-là dans mes programmes ou pour les personnes que j'accompagne directement, c'est le fait de créer et de mettre en place un journal d'inquiétude. C'est con en fait, juste vous avez un journal un petit bloc-notes, peu importe, vers votre lit, sa table de chevet, et vous écrivez toutes les pensées négatives que vous avez à l'esprit. Ou toutes les tâches potentiellement en suspens. Et vous mettez du coup en parallèle la première action à réaliser le lendemain pour justement pallier à ce problème en question. Pourquoi c'est important ? Parce que le cerveau humain, du coup, il est prédictif, comme l'a très bien montré Carl Friston dans ses travaux. Donc il va constamment chercher à anticiper les conséquences de ses actions ou de ses inactions. Et sauf vu que le cerveau humain a été câblé au niveau évolutif pour avoir un biais de négativité, donc pour constamment chercher le négatif et non pas le positif, parce que les gens préparés au négatif avaient des meilleures chances de survie que les gens préparés uniquement au positif, il va constamment anticiper les pires choses possibles par rapport à vos soucis, par rapport à vos problèmes, par rapport à vos tracas. Par contre, à l'inverse, en listant la première action à réaliser, vous allez passer votre cerveau sur le chemin de la solution. Donc le rassurer. Donc logiquement, les pensées négatives entre guillemets, ou les tracas ou les soucis vont s'évaporer avec et la nuit sera meilleure. Donc pensez à avoir ce réflexe-là avant de dormir. C'est super important. Et ça change littéralement les nuits. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais pensé à... Alors, je sais que moi, quand j'ai des pensées, je les note. Ouais. Mais j'avais jamais vu ça, tu vois, comme un journal de négativité. C'est fun. Moi, je m'inspire beaucoup depuis quelques temps des travaux du docteur Benjamin Hardy, qui travaille avec Dan Sullivan, qui est un business coach, un des business coachs les plus réputés aux US. Et il a écrit pas mal de bouquins. Et il y a un concept que j'aime beaucoup, tu vois, c'est celui de la dernière heure. Il appelle la peak hour. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette dernière heure, ce que tu fais dedans, elle va littéralement définir la qualité de ton sommeil, mais aussi la qualité de ton lendemain. Tu vois, il y en a beaucoup qui, un peu comme si tu étais à 200 sur l'autoroute, vont se poser la question de dire, tiens, ça fait quoi si je passe la première? Ça va juste faire exploser le moteur. Par contre, l'inertie des 200 km/h va faire que même si ton moteur a explosé, la voiture, elle va continuer à avancer. Ouais. Et
les gens espèrent faire de même avec leur corps et leur cerveau. De se dire, je suis à 4000 toute la journée et je me jette au lit et j'espère que mon corps s'endorme tout de suite naturellement, que j'ai un super bon sommeil réparateur. C'est super intéressant ce que tu dis, ouais. Et en fait, la dernière heure de notre journée, elle doit servir à ralentir. Elle doit servir à faire baisser la charge mentale, à faire baisser la tension nerveuse de notre corps, de notre cerveau, de nos muscles, pour justement arriver dans de bonnes conditions au sommeil. Toi, tu parles de la négativité, moi je le prends sous l'angle de la positivité justement. C'est vu qu'on a un biais de négativité inné dans notre cerveau, c'est de se dire que le rapport entre l'amygdale, le siège des émotions primaires comme la peur, l'anxiété, tout ça, l'angoisse, et notre lobe préfrontal, qui est le siège de la raison, il y a un rapport de force totalement déséquilibré. L'amygdale va envoyer 10 messages comme en disant c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde au lobe préfrontal, tandis que celui-là, le lobe préfrontal, le siège de la raison, aura le temps de faire qu'un seul feedback, de dire oh mec, calme-toi, tout va bien. Et ça, c'est le biais de négativité neuroscientifiquement parlant. C'est extrêmement simplifié. Mais le rôle, en fait, de la positivité, de la psychologie positive, est pas dans le sens, on va s'asseoir derrière devant un ficus et réciter des mantras. Ça, c'est pas la psychologie positive, c'est l'idée que les gens s'en font. Mais il y a de vrais chercheurs derrière, que ce soit Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, Daniel Gilbert, qui ont fait des super travaux sur le sujet. La psychologie positive, c'est un vrai champ de recherche psychologique aujourd'hui, et qui montre que justement, tu peux améliorer ce rapport de force. Tu n'arriveras jamais à un 50-50 entre la positivité et la négativité, mais tu peux entraîner ton cerveau à être plus positif, à avoir plus le positif. Et le docteur Benjamin Hardy, justement, la manière dont il en parle, je dis docteur Benjamin Hardy, c'est un mec, il a notre âge, donc ça me fout un peu de démon des fois. Ouais, j'ai checké un peu du coup, pendant que t'en parlais, effectivement, il est très productif en termes de bouquins. J'ai vu sur Amazon, il y a environ 20 bouquins en Kindle qu'il a écrit. Le mec, il ne chôme pas. Non, il écrit un bouquin tous les 6 mois. Souvent, il y en a beaucoup sur lequel il a fait des partenariats avec Dan Sullivan. En fait, je l'ai connu à travers ce spectre parce que c'est un business coach extrêmement réputé que j'aime beaucoup. Et donc en fait, cette dernière heure devrait être vraiment dédiée à améliorer justement notre positivité, à faire le bilan de notre journée, de dire ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, c'est quoi mes victoires, qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui, en quoi je me suis amélioré. Et sans se focaliser sur la négativité, de se dire, aujourd'hui, ma victoire, mon unique victoire, qu'est-ce que ça doit être? C'est ça. C'est cool, ça te permet de voir les bonnes choses, même dans des journées de merde, clairement. C'est là où justement ces exercices ont plus de force, de te rappeler ce que tu as fait, en quoi tu as grandi dans la journée, et d'utiliser cette dernière heure pour ralentir, te focaliser sur ce qui va bien, et aussi sur ce que tu veux qui se passe bien demain. De te dire, ok, ma victoire du jour, c'est ça. Quelle va être ma victoire de demain? Parce qu'en paramétrant ton cerveau la dernière heure avant d'aller se coucher dans cette dynamique positive, tu te réveilles le lendemain avec une dynamique positive. Et plus tu fais ça tous les soirs, là j'ai sorti 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, 3 vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer ce concept, avec des scripts, les 4 questions à se poser le soir, pour justement mettre en place ce rythme. Ça prend 5 minutes. Je le fais tous les soirs depuis 4-5 mois, je pense, et sincèrement, ça a vraiment des bénéfices, c'est intéressant. Parce que le matin, tu te lèves, c'est la même idée, en fait, que ton journal de négativité. Tu vois, c'est de te dire que le lendemain matin, en fait, tu te lèves, t'es déjà en mode action, solution, je veux que ma victoire ce soit ça, je veux trouver une solution à mes problèmes. Et t'es constamment dans l'action, une action qui est ciblée, une action qui est pas réactive par rapport à l'environnement, par rapport aux urgences des autres, mais par rapport à quelque chose que toi, t'as défini. Et en fait, t'automatises ton cerveau à agir, à avancer de manière positive sur les choses qui sont importantes et qui sont pas urgentes. La seule précision, cool. Vas-y, continue. Terminé. Que j'aimerais ajouter par rapport à ça, effectivement, c'est très pertinent. Moi, je recommande de faire les deux. Mais à nouveau, d'ajouter la première action que l'on va faire. Même, effectivement, pour le côté positif des choses. Pourquoi? Parce que le cerveau étant à nouveau anticipatif et non pas réactif, le risque avec un public entrepreneur comme le nôtre, c'est que les gens, du coup, cogitent toute la nuit aux actions qu'ils vont entreprendre pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Faut que ce soit écrit. Au final, voilà. Donc, autant écrire, effectivement, ne serait-ce que le premier pas pour rassurer le cerveau. Ok, c'est acté. C'est sur papier. T'as plus besoin d'y penser. Maintenant, tu peux dormir. Tu peux déconnecter, tu peux arrêter. Et, également, autre conseil pour dormir plus efficacement. On parlait pas du tout de ça au début, hein. Non, bon, en fait, j'avais un truc, mais totalement différent. Alors, sur l'esprit de gain et d'écart de Dan Sullivan, mais on en parlera la prochaine fois. On ira juste après, peu importe. Arrêtez de lire de la non-fiction le soir. Juste arrêtez.
Complètement. Parce que c'est la pire chose, en fait, tout simplement pour cogiter, pour réfléchir. C'était mon fardeau. Voilà. Mais moi ça a aussi, été durant mon, des années, mon je plus lisais gros des piège notations pendant tous les les 10 dernières années. Complètement. Maintenant, j'ai fait le switch complet. Je suis en mode théorie des haltères de Nassim Nicolas Taleb, qui consiste simplement, soit vous lisez effectivement de l'extrêmement technique, à nouveau jamais le soir, soit de l'extrêmement stupide. Jamais de ventre ou moi entre les deux. Donc, autrement dit, le soir, moi, je lis des mangas, des bandes dessinées, Pareil. et c'est tout. Des choses juste où mon cerveau décroche à 100%. Comme ça, c'est la meilleure solution pour justement arrêter de le faire penser à des choses et de le plonger dans un univers qui va être différent et qui va lui permettre à nouveau de mieux s'endormir. Parce qu'il n'y aura pas de pensée parasite ou de plan sous la comète qu'on va se faire durant la nuit par rapport à ce qu'on a lu précédemment avant de s'endormir. Donc juste arrêter les livres compliqués, complexes le soir. Vraiment. Ah ouais, ça a été ma malédiction pendant des années, tu vois. Je me demandais pourquoi j'arrivais pas à m'endormir et que je mettais 2 heures à m'endormir tous les soirs. Et parce qu'en fait, je lisais pas la journée. Je lisais le soir, souvent une demi-heure, 1 heure, mais je lisais des bouquins de physique quantique, de cosmologie, d'astrophysique ou liés au business, en marketing. Et quand tu te touches, tu te dis, quand tu te couches, en fait, t'éteins la lumière, mais dans ta tête, t'es OK. Alors, a priori, théoriquement, on peut voyager dans le temps. Ah ouais, ça se passe comme ça au niveau quantique. Putain, j'ai cette idée de ce bouquin au niveau de mon business qu'il faut absolument que je mette en place. C'est trop bien, c'est du génie. Comment tu veux t'endormir comme ça? Comme toi, je suis repassé là alors j'ai commencé il y a 1 an, puis j'avais repris mes mauvaises habitudes il y a quelques mois, mais là depuis 6 mois, je lis, 90% du temps. Des fois, je vais quand même me coucher en lisant des trucs que j'aime bien sur la philosophie. Mais 90% du temps, je lis un manga, je lis une BD, je lis un truc. Est-ce que tu as des recommandations à faire à nos chers auditeurs? Alors moi, j'ai grandi avec Naruto. Ok. Parce qu'en fait, quand le premier épisode, le premier livre, le premier manga est sorti, le premier tome est sorti, j'avais 12 ans. J'avais 34 maintenant. Et j'avais un magasin de manga des Seuls de Grenoble qui était en bas de chez moi. J'étais descendu, je veux un manga sur les ninjas. Il m'a dit, bah tiens, il y a ça qui vient de sortir en France, c'est Naruto. J'ai grandi avec, donc là je me suis mis à Boruto, parce que j'ai fini Naruto il y a un moment. Donc le fils de Naruto. Et c'est un autre délire, c'est un autre univers. C'est pas mal. Et il y a aussi une série que j'aime beaucoup de mangas, c'est Usagi Yojimbo, c'est un samouraï lapin. Génial. C'est totalement décalé. Alors t'écris ça comment? Ça il y a regarder une dizaine, quinzaine d'années. Et je m'y suis remis à 6 mois, parce que depuis, en fait, c'est Stan Sakai, qui est japonais, américano-japonais, qui a écrit ça, et c'est entre la BD et le manga. Ok. Ça se lit comme une BD. Donc de gauche à droite, comme un livre normal, pas comme un manga. Et c'est très fun. C'est décalé, c'est un samouraï lapin avec des rhinos, des rhinocéros samouraïs et des chats ninja. Donc c'est totalement décalé, j'aime bien. C'est à la fois marrant, mais ça reproduit bien l'histoire du Japon. Et je me suis remis au Lego aussi. Franchement, dernièrement. Ça fait des mois que je veux le faire. Je me suis acheté la vague de Konagawa, la Dokuzai, la semaine dernière. Et je l'ai montée. Ça m'a pris 4 jours, tu vois, je le faisais tranquille, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Putain, c'était les 4 jours les plus cool de ma vie, quoi. Je me suis acheté le bonsaï aussi. Comme ça, j'ai pas besoin de l'arroser. Et puis, il crèvera pas. Mais tu vois, je me remets au Lego, des trucs comme ça en fin de journée. Je me suis remis à faire des puzzles avec ma fille, des trucs cons, mais super. Et là, ma fille, plutôt que de lire des histoires, on commence par faire des puzzles le soir. Parce que tu vois, ça pose l'esprit, ça pose le cerveau. T'es focalisé sur un truc, t'es pas focalisé sur les problèmes, t'es pas focalisé sur le quotidien, t'es focalisé sur de la créativité diffuse. Et c'est cool. Vraiment ça intéressant. Ralentit. Moi, ce que je peux recommander comme manga, j'en suis tombé amoureux grâce à Pierre Dufresne, que l'on cite beaucoup dans cet épisode, j'ai l'impression. C'est Ranking of King. Lequel, excuse-moi, Ranking of King, le classement des rois, du coup. C'est l'histoire d'un roi d'un royaume qui est surpuissant, qui décède, et son fils est censé le succéder, sauf qu'il est microscopique. Il est muet et il est sourd. Ah, il a rien pour lui. Et en fait, il a rien pour lui. Et c'est un manga qui est ultra attachant, et je crois que j'ai jamais lu un manga qui véhiculait autant d'émotions. Je peux que te le conseiller. Il est bluffant. T'as presque pas de paroles, presque pas de mots, rien. Of Kings. Okay. Les dessins sont minimalistes, mais c'est juste génial. Et également, je peux conseiller Dr Stone, qui est très très bien en fait, qui est un manga qui est censé apprendre des choses. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est un pitch tout bête. L'humanité a été pétrifiée durant 3600 ans, je crois. Et une personne se dépétrifie au bout de tout ce temps-là, et c'est un scientifique. Et son but, c'est lequel? C'est de renaître la civilisation. En passant par toutes les évolutions techniques et technologiques qui ont eu lieu au cours de la civilisation. Ok. Ça passe par la roue, l'électricité, etc., jusqu'à atteindre un but que je ne spoilerai pas ici. T'as aussi Spy X Family qui est très très bien sur une famille d'espions, qui est vraiment intéressant. Et de façon plus
adulte en quelque sorte, je lis également maintenant les comics de The Boys. Qui sont encore plus trash que la série. The Boys, en fait, sont des anti-héros. Grosso modo, c'est qu'est-ce que serait Superman? Okay. C'est un vrai connard. Donc ça parle de sexe, de viol, d'agression, etc. C'est vraiment glauque de chez glauque. Et autant la série Amazon est déjà assez trash, parce qu'ils l'ont fait sur Amazon, c'est une super série que je peux que te recommander. Autant le comic c'est encore plus trash. Ok, mais je l'ai vu passer sur Amazon, parce que je regarde de temps en temps les mangas qu'ils ont. Et... C'est vraiment super. Donc c'est une très bonne série. Après c'est pas en animation, c'est une série qui est faite des vraies personnes. Je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, en direct, peu importe. Mais c'est une très bonne série et surtout un très bon comics. Ok. On a beaucoup digressé. Ouais, tu voulais parler d'autre chose, tu m'as dit. Ouais, mais j'en parlerai la semaine prochaine. On a combien de temps? Parce que sinon ça va faire trop long et c'est 25 minutes déjà. Oh la vache. Ça passe tellement vite. Ça aura rien à voir avec la choucroute, donc pour le coup, on prendra le temps d'en parler la semaine prochaine. Anecdote de fin d'épisode. Ce matin même, mon fils qui a le nez qui coule, je fais Nathan, il faut te moucher. Il prend un bâton en bois et se mouche dedans. Mais je me suis mouché. Non, tu ne t'es pas mouché, Nathan. Voilà, c'est très court, mais il fallait que je le partage à tout prix aux derniers auditeurs qui nous suivent jusqu'au bout. Ouais. Nos enfants sont géniaux. Ouais, c'est pas ce que je me suis dit ce matin, c'était terrible. Oli a reçu une chaise de bureau, elle fait que je la monte avec les enfants, c'était un scandale. Il montait sur la chaise pendant que je la montais, il jetait des vis. Je passais 3 quarts d'heure à monter une pauvre chaise de bureau à cause de 2 enfants intenables. Mais c'est merveilleux. Ouais. Bon, ouais. Et ben, on continue tout ça la semaine prochaine, où je vous parlerai d'une dynamique d'esprit, le gain et l'écart. Donc restez avec nous, on se revoit dans une semaine. Et moi, dans 15 jours, je vous parlerai, je pense, du système 1 et du système 2 de la pensée, de Daniel Kahneman. De Daniel Kahneman. Ouais, c'est un vrai sujet aussi. En lien avec la fatigue, toujours. Ouais, trop bien. Eh ben, génial, on a 2 belles semaines qui arrivent. Ouais, on a 2 belles semaines qui arrivent, ouais. Et bon, on va vous laisser. Nous, on va parler potentiellement création de compte Instagram avec Quentin Off. Et on vous tient au courant. Et n'oubliez pas, du coup, effectivement, qu'il y a l'atelier qui est disponible en description. C'est le premier lien. Et n'hésitez pas également à partager le podcast à vos amis papapreneurs. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà super. Allez, à plus. Bonne journée à tous. Salut. Ciao.